Donc je suis chez Didier Bétourné, dans son bureau. Dans ce bureau où vous donnez encore des consultations astrologiques ou vous vous occupez surtout de théâtre actuellement? Des deux. Parce que comme je considère que l'astrologie, entre autres, mais c'est mon point de vue, est un art du récit, est structuré comme un langage. J'ai écrit un ouvrage là-dessus. Je pense qu'il y a un lien tout à fait étroit entre les caractères issus des facultés planétaires comme Mars, Vénus, Jupiter, etc., et des dieux mythologiques, et bien évidemment le répertoire théâtral classique. Donc j'ai croisé ces études de théâtre. J'ai été au Conservatoire de Paris quand j'étais jeune et à la Comédie Française, et je me suis passionné également pour l'astrologie parce qu'il m'a semblé qu'il pouvait exister, ou en tout cas c'est la question que je me suis posée, est-ce qu'il existait du savoir dans les savoirs rejetés du savoir officiel, dont l'astrologie d'ailleurs, ou l'alchimie, ou de ces savoirs, ou de ces croyances entre guillemets désuètes. Donc je me suis passionné pour ça, et quand j'ai rencontré l'astrologie, il m'a semblé qu'il y avait là une source infinie d'inspiration et un outil de connaissance absolument exceptionnel. Alors oui, j'ai toujours un cours de théâtre, oui, je monte des pièces, oui, je suis auteur et metteur en scène, et oui, je consulte toujours. Est-ce que vous connaissez Jacques Berton? Oui, tout à fait. Il a un peu un même profil. Il a tout à fait un lien qui lui sont des passants d'ailleurs, et qui a créé un dictionnaire d'astrologie. Oui, oui, je connais, enfin je ne le connais pas personnellement. Disons qu'il était aussi à cheval entre il est toujours à cheval entre l'astrologie et le théâtre. Oui, tout à fait. C'est un miroir du monde, le théâtre. Il avait les costumes en plus. Oui. Donc pour faciliter les rôles. Vous parlez de Berton? Oui. Vous avez suivi son enseignement? Non, je l'ai vu en conférence. Ah oui. Oui, alors moi je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai eu des élèves de Berton. C'est comme je donne encore des cours d'astrologie. Les élèves, on passe d'un professeur à un autre professeur, riche d'un professeur, parce que pour suivre des points de vue différents et qui finissent par se compléter. Oui, on a un autre ami qui s'appelle Alain Couvrat, qui parle aussi qui élabore une sorte de connexion entre l'astrologie et le théâtre. Alors donc, moi j'ai parcouru vos deux ouvrages, je les ai revus récemment à la Bibliothèque nationale, parce que je n'ai pas eu le temps de les chercher chez moi, donc j'ai été les chercher à la Bibliothèque nationale. Je vais peut-être passer du coq à l'âne, mais j'ai remarqué que vous vous intéressiez beaucoup aux aspects, c'est-à-dire que vous avez un regard sur les aspects qui m'a paru intéressant, puisque vous considérez qu'il y a, enfin, je crois rapidement, il y aurait 12 aspects qui seraient liés chacun à un signe zodiacal. Tout à fait. Ça me paraît une idée originale. Oui, je pense qu'en vérité, il y a même des livres qui sont faits sur les degrés, et que chaque degré est porteur de signification. Je crois que tout écart angulaire est porteur de signification. On raconte une dynamique, une histoire. Et pour ne pas me perdre dans 360 aspects, j'en ai situé 12 de 30 degrés, rapport de 30, puis 60, puis 90, dont certains sont très connus, le sextile, le bisextile, le carré, le trigone, l'opposition, le quinconce, etc. Et de raconter la dynamique que cela propose des relations planétaires. Encore faut-il d'abord bien définir ce qu'est une planète et puis une autre pour pouvoir parler de la relation qu'ils entretiennent ces deux planètes, parce que sinon l'aspect ne peut pas se substituer aux planètes qui sont en aspect. Et selon que ces planètes, de mon point de vue, si un carré entre Mars et Saturne ne veut pas dire la même chose qu'un carré entre Mars et Jupiter. Donc la constante, c'est le carré. Ce qui est inconstant et variable, ce sont la nature des planètes, en d'autres termes. Mais je ne pourrais pas réduire l'astrologie à une mécanicité d'aspect. Je ne sais pas ça non plus. Ah d'accord, parce que moi je trouve ça intéressant. Mais bien évidemment, je crois que je l'ai fait dans le premier bouquin, dans le deuxième, pour montrer l'aventure qu'il y a entre, si je peux exprimer mon point de vue, c'est un point de vue par un parti pris. Je crois que les planètes lointaines
ou la planète la plus lointaine par rapport à la Terre, est la planète qui délivre un message à la planète la plus proche de la Terre. Oui, si on pourrait aller de Pluton, si on considère Pluton toujours La comme plus rapide, la plus lente. En fait. et la plus lente, c'est la plus lente qui lance un message, qui charge de mission la plus rapide. D'accord, oui. Donc Pluton donne un message. Si vous voulez recevoir directement un message plutonien, il ne doit pas être chose aisée. Donc la planète, entre guillemets, planète astrologique, le luminaire, la Lune, c'est elle à la fin qui est la grande réceptrice de toutes les informations qui nous sont données. Et c'est pour ça que par le sommeil, que par les rêveries, que par l'inspiration politique, nous sommes à même tout d'un coup de dégager des concepts qui signent plutoniens, ou neptuniens, ou uraniens, ou saturniens, ou jupitériens, qu'importe, qui sont beaucoup plus complexes. Pour former la personnalité du sujet, il suffit des planètes traditionnelles. C'est-à-dire le Soleil et la Lune, puis Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne pour les socialiser. Et on pourra avoir une idée de ce que c'est qu'un être humain. Par rapport, bien sûr, quand arrive Uranus, Neptune et Pluton, découvert au 18e, 19e, 20e, on voit bien que nous découvrons des pans non encore connus et visités de notre propre être. D'ailleurs, Uranus nous permet de passer de 60 à 84 ans, par exemple, ce qui fait le tour du zodiaque en 84 ans, alors que Saturne fait 2 cycles en 60 ans, etc. Donc on peut dire que biologiquement, on est mort en 60 ans, mais que d'un point de vue uranien, on redevient un homme plus jeune, et neptunien, n'en parlons pas, parce que c'est 150 ans, etc., plutonien. Donc il me semble que plus le message est lointain, plus il est difficilement gérable, en d'autres termes. Alors à propos de facteurs lointains, j'ai remarqué que vous vous intéressiez à Proserpine. La belle absente, oui. Alors Proserpine, vous la situez encore plus loin que Pluton, ou la situez où? Oui, simplement, je ne suis pas astronome, mais pour avoir discuté avec eux, on ne peut pas expliquer le comportement de la trajectoire, l'orbite de Pluton uniquement par les planètes connues à l'intérieur du système solaire. Ni celle d'Uranus, ni celle de Neptune. Il y a donc un facteur extérieur, transplutonien, qui influerait sur la trajectoire. Donc il faut bien que ce corps céleste existe. Et comme, de mon point de vue, là encore, les planètes traditionnelles, au début, il y avait donc cette planète, puis 12 signes, il fallait donc faire en sorte que chaque planète maîtrise soit un seul signe, comme le Soleil et la Lune, le Lion et la Lune, le Cancer, mais aussi que des planètes se partagent. Deux signes. Vénus était maîtresse de la Balance, excusez-moi, et Vénus nocturne était maîtresse du Taureau. Pareil pour Jupiter, pareil pour Saturne, pareil pour Mars. Nocturne voulait dire au-delà de ce qui est visible à l'œil nu. Donc, si on y réfléchit bien, Mars nocturne du Scorpion, c'est Pluton. Jupiter nocturne, c'est Neptune. Enfin, tout le monde va être à peu près d'accord là-dessus. On peut se batailler. Et puis, Saturne nocturne, c'était Uranus. Donc, la Vénus nocturne, c'est Proserpine, donc Vénus du Taureau. Et la Vénus de la Balance, délicate, subtile, charmante, artistique, tout en nuance, n'est certainement pas la Vénus nocturne du Taureau, qui a une faculté à pouvoir accueillir des propositions jusqu'alors inconnues, parce que qu'est-ce qu'elle accueille, c'est Pluton. Qu'est-ce que vous faites du Mercure, là? Ça n'a pas été résolu? Si, enfin, en tout cas, j'apporte une réponse, je ne dis pas que j'ai raison, parce que Mercure n'est pas nocturne. Mercure est maître des Gémeaux, et il se trouvait, par un concours de circonstances assez extraordinaire, à la fois maître du signe de la Vierge et exalté dans le signe de la Vierge. Vous vous en souvenez bien. Et pour question de nocturne, je vais vous dire que ça m'a posé un problème. Alors j'y ai répondu comme ça. Je me dis, s'il n'est pas nocturne, il n'est pas transsaturnien. D'accord? Selon la logique que je viens d'exprimer là. Donc, mais d'un autre côté, il n'est pas traditionnel, puisqu'on ne le voit pas. Donc il fallait qu'il soit présent parmi les planètes traditionnelles, sans que pour autant on puisse le voir à l'œil nu. Ce qui est le cas du Soleil, de la Lune et de toutes les planètes jusqu'à Saturne. Ainsi, Cérès, qui se retrouve entre Mars et Jupiter, c'est Cérès qui se conglomérat de météorites, soit de planètes qui a explosé, soit une planète qui n'est pas parvenue à se former.
dont l'astéroïde le plus important, il n'y a pas Pallas, Junon, mais il y a Cérès, qui englobe un petit peu le tout, me semblait convenir tout à fait au signe de la Vierge, qui classe, qui trie, qui range. Autant la Vierge compte, autant le Gémeaux parle, en d'autres termes. Donc, Mercure pouvait rester exalté, et Saturne, à ce moment-là, me semblait pouvoir éclairer le signe de la Vierge. J'ai donné une nouvelle instance à l'histoire de la féminité, qui est de la femme. Vénus, c'était l'épouse, c'était l'objet du désir, la Lune, c'était la maman des enfants. Cérès allait nous permettre de pouvoir parler de la femme dans la relation au travail, c'est-à-dire comme citoyenne dans la cité. Et moi qui suis né en 1945, donc j'étais assis quand j'avais 30 ans, c'était tout à fait intéressant de voir l'essor social de la femme. Et la femme ne venait plus uniquement pour me parler des problèmes lunaires ou vénusiens, elle venait aussi pour savoir, pour être reconnue dans ses savoir-faire, dans ses connaissances, si elle pouvait faire ses appétits et pénétrer le milieu social. Mais Cérès et Proserpine sont assez liés comme en tant que... C'est la mère et la fille. Voilà, c'est ça. C'est la mère. Alors, la question Cérès, qui est donc la déesse de l'agriculture, il fait partie des déesses olympiennes, des Olympiens, des Césides olympiens. Déméter. Déméter, Cérès, voilà, comme Proserpine, Perséphone. A fait sa fille, on connaît l'histoire de la fille Proserpine, qui se fait enlever par Hadès et qui... donc c'est le thème du ravissement, c'est le thème du kidnapping. J'ai écrit un bouquin sur le ravissement Proserpine. Ça me semblait important, cette relation. Qu'est-ce que c'est cette relation du ravissement? Mais au fond, on va découvrir là une histoire d'amour assez à la fois traditionnelle et merveilleuse, qu'on peut retrouver dans le fantôme de l'opéra, dans Dracula, dans King Kong. Dracula sur lequel vous avez écrit. Oui, c'est vrai. J'ai écrit même une pièce qui s'est jouée au Festival de Brest, il y a d'adaptation Dracula. Que devient Chiron? Chiron. Alors, Chiron, c'est un astéroïde qui est pris en considération, qui était une sorte d'annexe de Jupiter, tout à fait intéressant, parce qu'au fond, il est le kinésithérapeute du thérapeute que Jupiter, me semble-t-il. Donc, il est le bras droit, l'infirmier. On connaît l'histoire de Chiron, c'est un centaure, il est damné, comme tous les thérapeutes sont damnés d'une certaine manière. C'est faire du blanc avec des forces du noir. Alors, pour les besoins de ma cause, et n'ayant pas la prétention, et je crois qu'aucun n'est en mesure de pouvoir le faire, aucun astrologue n'est en mesure de pouvoir le faire, d'avoir une vision globale des richesses anthropiques, extraordinaire, foisonnante qu'il y a dans l'astrologie de mon point de vue. Il en faut plus d'un pour pouvoir en parler. Et quand un jour on aura des outils de recherche, qu'on pourra se regrouper pour faire des travaux, parce que la plupart du temps vous devez rencontrer des individualités, des personnalités qui inventent d'une certaine manière. Il y a le fameux Vulcain qui est vu par certains à côté de Mercure. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on avait cru à une époque, il y avait une intramercurielle, justement. Tout à fait. Quand on a pris Lilith à un moment donné, non pas comme planète, mais... L'objet d'escargot, ça c'était une mythe astronomique. À l'extrême, trop de bien nuit. Ce qui m'a semblé important, c'est de partir du chiffre 12. Il y a 12 signes, d'envisager 12 planètes et d'envisager 12 maisons. Et si j'ai écrit le bouquin que j'ai voulu éditer au PUF, c'est pas évident d'étudier. Oui, justement, je voulais vous poser la question de savoir comment vous étiez arrivé à publier vos travaux. Les premiers, je crois, c'était donc chez Philippe Lebeau. Oui, que je connais bien, Philippe Lebeau. Et je connais bien d'ailleurs Madame Fouchou-Lapérade, tout à fait, avec qui on a de très bonnes relations. Et puis ensuite au PUF, c'est quand même... Alors comment vous êtes arrivé à rentrer dans ces... Enfin, pour Philippe Lebeau, c'est moins compliqué. Mais enfin, quand même, il n'y a pas de problème. Vous avez publié juste après l'ouvrage de Knapisch en 86 et puis le Ptolémée. Oui. Donc c'est quand même des gens qui cherchaient une certaine qualité de l'ouvrage. Eh bien, je suis allé les voir pour leur dire que l'objet de ma démarche était d'étudier cet outil pour savoir quelle était sa nature, quel était son objet de recherche, sa cohérence ou son incohérence, et que ma posture n'était pas de croire ou de ne pas croire, n'était pas faire un manuel pratique à l'usage de jeunes astrologues, mais de montrer comment fonctionnait l'outil, quel était cet outil. Il m'a semblé, en étudiant l'astrologie, en la pratiquant, que l'astrologie est structurée comme un langage.
avec un vocabulaire, avec une syntaxe, et génératrice, bien évidemment, génératrice de sens et d'histoire. Et qu'il n'y avait pas là à me brûler sur un bûcher. Donc, de toute façon, c'était déjà une maison d'édition qui était ouverte à ces questions-là. Le Philippe Lebeau. Oui, alors. Philippe Lebeau, oui, mais non, on parlait des puffs là. Philippe Lebeau, oui. On a dîné ensemble, on s'est bien entendu, on parlait. Donc effectivement, la grande performance, c'est d'avoir publié. La performance, en tout cas, je suis tombé sur des personnes bienveillantes. Et je leur ai dit, lisez. Je dirais que ma démarche est intellectuellement le plus rigoureuse possible, le plus honnête possible. Et je trouve dommage de laisser l'astrologie galvaudée par mes connaissances. Voyons qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fonctionne. Et je pense que ça peut être utile. Et le PUF qui d'ailleurs publié à la même époque que les Sais-je. Oui. Alors, c'était en quelle année vous avez publié ces 80 C'était juste après le Que sais-je de Madame Fusobrecht. Oui, c'est ça. Donc Madame Fusobrecht a publié en 89, et dans la foulée, vous avez publié au PUF. Donc le PUF apparemment à cette époque-là était favorable à l'astrologie, parce qu'avant, le Que sais-je était dirigé par un anti-astrologue. Tout à fait, qui avait écrit. Et puis en 2005, je crois, ils ont remplacé l'ouvrage de Madame Fusobrecht par celui de Philippe Zarka, qui est un astronome plutôt hostile à l'astrologie. Donc vous avez profité d'une sorte d'embellie. Oui, d'embellie. Et puis le patron des PUF à ce moment-là adorait le théâtre, a sorti un gros bouquin sur l'univers. On avait parlé de ça. Enfin bref, le bouquin leur a semblé intéressant, tant mieux. Et j'étais très content parce que je me dis que ça va être lu par des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire de l'astrologie. Et effectivement, je me suis retrouvé en contact après avec des sémiologues, avec des gens qui font Ils vous ont contacté ou vous avez réuni? Non, parce qu'il y a des ethnologues, ça les a philosophes. Est-ce que ça vous donnait l'occasion de parler à la télévision est-ce que les pubs vous ont aidé à faire connaître l'ouvrage? Oui, mais j'ai cherché, parce qu'il faut que je parle, et c'est important, avec plaisir d'ailleurs, de Zoé Fachan. Oui, parce que vous ne l'avez pas écrit tout seul, cet ouvrage, en fait. Non. Officiellement, en tout cas, vous êtes deux. Bien sûr, et d'ailleurs, c'est réellement. Oui. Quand j'ai donné, si je peux parler de ça, quand on m'a demandé de donner des cours, je me suis dit, il n'y a pas d'enseignement sans méthodologie. Je vais essayer de trouver une façon de pouvoir raconter l'astrologie de telle manière à ce qu'elle puisse être reçue par des sensibilités, des références culturelles, des milieux sociologiques différents. Et puis j'ai petit à petit inventé un système. Ça m'a permis de structurer mes connaissances, mes découvertes sur l'astrologie. Oui, parce que c'est un ouvrage qui est très structuré, en fait. Oui, mais c'est la résultante des cours que je donnais. Ah oui, d'accord. Vous aviez un enseignement oral que vous avez transposé. Et au bout d'un moment, il y avait pas mal d'élèves et tout, et une élève remarquable, plus qu'une élève d'ailleurs, Zoé Fachan, qui avait fait plus de 10 ans d'astrologie, qui était une astrologue très compétente à mes yeux. Et il m'a semblé, pour écrire cet ouvrage, une fois que j'ai obtenu les PUF, que l'honnêteté intellectuelle, puisque l'élève, Mercure, inspire le maître Jupiter, que Jupiter n'avait pas le droit d'écrire un livre sans celui pour qui il était fait, c'est-à-dire Mercure, c'est-à-dire l'élève. Donc, mais Zoé Fachan est bien plus qu'une élève. Et puis je pensais qu'il était très intéressant d'être mis à distance, en d'autres termes. Donc il s'agit là de l'enseignement que m'ont inspiré les élèves et de Zoé Fachan qui a eu l'indulgence de trouver mes cours intéressants et ensemble après on s'est mis à structurer cela et puis on s'est dit un jour je suis parti à la conquête mais je pensais que les pubs c'est une bonne idée d'ailleurs je n'ai pas été chercher, c'est tombé tout de suite sur les pubs, ça a marché. Alors justement cet ouvrage il correspond à une exigence de cohérence analogique, où tout s'imbrique, où tout se correspond. Et donc dans ce cas-là, vous avez probablement été amené à corriger la tradition astrologique, à la réformer, à la retoucher, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez changé dans la présentation
par la formulation? J'ai essayé d'abord d'être respectueux du fond, parce que l'astrologie nous survivra, les astrologues passeront en d'autres termes. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder du passé pour inventer un avenir qui n'a pas encore eu lieu? Voilà, je me suis posé cette question-là. Alors, que j'ai voulu, c'est vrai, de quoi était fait l'astrologie? Les grandes catégories, ce sont le zodiaque, avec ses 12 signes, les planètes et les maisons. On est d'accord, ça peut être. On va définir ce que c'est qu'un signe, on va définir ce que c'est qu'une maison, on va définir ce que c'est qu'une planète. J'ai postulé que les signes... Je vais prendre un peu plus... Vous avez une gestuelle qui mérite d'être... Non, mais justement, vous êtes un homme de théâtre, donc il faut suivre, oui, voilà. Il faut suivre la gestuelle, autrement on manque quelque chose de votre mode d'expression. Mais c'est que le mot ne parvient pas à dire, le geste le prolonge. Exactement. Le geste le prolonge. Donc j'essayais d'expliquer que j'ai accordé aussi le zodiaque, le fait de représenter la nature. Dans tout le vivant, sauf la conscience. Accorder aux maisons le fait de représenter la culture, le monde. Si le signe nous parle de la terre, la maison nous parle du monde. Le monde est une œuvre humaine. Ce n'est pas nous qui avons créé la terre, c'est nous qui créons un monde. Ce n'est pas la même chose. Donc là, la maison va nous parler des œuvres humaines. Les signes vont nous parler des œuvres de la nature. Crucifiées, pourrait-on dire, entre les deux, il y a les planètes. Il y a les planètes qui nous parlent de nous, de l'astre, de l'être, donc en d'autres termes. Et l'astrologie s'appelle l'astrologie, elle ne s'appelle pas la signéologie, en d'autres termes. Ça, ce sont les journalistes qui l'ont inventé au début du siècle dernier pour vendre un canard, ce qui est très bien. Mais je ne crois pas que les béliers vont glisser sur le pot de banane le même jour. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils ont inventé, vous dites? Les journalistes ont inventé la signéologie. Ah bon? Je ne connaissais pas cette expression. Mais quand on dit bélier, vous allez passer une semaine heureuse. Non, je veux dire qu'ils n'ont pas inventé le mot. C'est moi. Ah oui, ils ont invoqué la signéologie a une valeur en soi, mais il y a la signéologie, c'est intéressant comme expression. Il y a une confusion, à mon avis, entre le signe et l'être, qui nous parle de la nature, de notre terrain, du code génétique, ça je veux bien, et de nos facultés, capacités à penser, dialoguer, aimer, désirer, rêver, enfin toutes les facultés qui sont globalisées, qualifiées, que nous parlent les planètes. Mais il m'est apparu là, donc c'est pour répondre, donner un exemple à votre question, à la question que vous m'avez posée, sur ce que j'appelle la réforme ou l'interprétation. Voilà, oui, c'est exactement. Alors là, j'ai un bel exemple d'audace raisonnée. Je veux dire, nous avons 12 signes, et ces 12 signes s'appellent le zodiaque. Imaginons qu'on ait un bouquet de 12 roses. On comprendra très bien que le bouquet de 12 roses est plus que les roses qui le composent. Exact. Bon. Nous avons 12 maisons, nous n'avons pas d'équivalent du zodiaque qui viendra recouvrir les 12 maisons. Peut-être qu'il n'y a pas d'iconographie déjà. Alors j'ai fait ça ce boulot. J'ai fait un boulot avec toutes les maisons. Imaginez comment seraient ces maisons. Oui. Je suis allé voir l'architecte et j'ai croisé, j'ai dit voilà, je veux 12 maisons comme ça, une maison comme ça, est-ce qu'elles sont, on peut les bâtir. Et il y avait tout un boulot formidable, formidable, je parle de lui, qui s'est fait sur qu'est-ce que c'est que les maisons. Comment les maisons. Alors j'en reviens à l'idée. Donc je me suis dit, si 12 signes forment un zodiaque, 12 maisons forment une demeure. J'ai appelé ça la demeure. C'est ma responsabilité. Et puis 12 planètes. Alors j'ai pris 12 planètes, bien sûr, il y a 7 planètes traditionnelles, plus Cérès, pourquoi pas Chiron, pourquoi pas. Mais il me semblait que Jupiter, c'est compris dans le prix de Jupiter. Je n'ai rien contre Chiron, qui me semble tout à fait intéressant et dont la démarche mythologique peut être source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Donc le sujet n'est pas là. Mais, et puis, il me manquait Proserpine, parce que si la femme, c'est la mère des enfants la mère des enfants, la lune, si c'est l'épouse sociale et aimante de l'homme, le monde s'est bouleversé aujourd'hui, c'est aussi Cérès, la citoyenne de la cité, et Proserpine. Qu'est-ce que c'est que cette Proserpine? Il faut bien parler de la créature. Il faut bien parler de la créature. C'est-à-dire de cette faculté particulière qu'il y aurait chez Proserpine, à pouvoir
s'offrir à des propositions jusqu'alors refusées. Le concept, je me suis dit, quand, prenons Mina Muret dans Dracula, qu'est-ce qu'elle va s'intéresser à un mort? Donc, un mort, d'abord, ça ne peut pas être là, mais enfin, mettons qu'il soit là, qu'est-ce que c'est que cette disposition particulière qu'il y a à s'offrir à un mort? Si vous prenez Anne, dans King Kong, elle s'offre un singe. Elle est zoophile, l'autre est nécrophile. Qu'est-ce que c'est cette disposition-là? Elle existe bien. Qu'est-ce que c'est la disposition de Christine Daé de s'offrir au fantôme de l'opéra? Donc, qu'est-ce que c'est que dans les Batman et Superman, il y a toujours le secrétaire du coin, Cérès, qui va être amoureux du surhomme ou du sous-homme. Hein, du surhomme et du sous-homme, parce qu'à la fois ils sont tout puissants, comme Zorro, et à la fois tout impuissants. Zorro est un bon exemple de ça. Il y en a un précieux et timide, et puis Zorro qui est du héros masqué. Qu'est-ce que c'est que cette approche du héros masqué qui est un thème en soi? Donc il m'a semblé que Proserpine pourrait représenter la créature. Qu'est-ce que vous appelez de la créature? C'est un terme qui est... c'est pas simple à trouver. C'est la seule qui a été créée. Oui, ah oui. Celle qui a été créée. Alors, il y a des déclinaisons dans les travaux des femmes. C'est d'abord Cérès qui les a pris. Les premiers travaux des femmes, c'était être nourrice, c'était être Clarisse, tout ça c'est Cérès. Pour moi, c'est de la bière, c'était être servante. C'était être prostituée, les plus vieux métiers du monde avec les astrologues d'ailleurs. Ça, c'est de la Vierge. Elle le fait, elle rend un service. Et c'est être infirmière. Mais c'est Vesta à ce moment-là. Ben oui, c'est Vesta. Mais Cérès, dans l'agglomération des astéroïdes, contient Junon. Pallas et Vesta. Pallas et Vesta. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Donc il faut bien qu'il y ait le côté vestal. C'est très beau d'ailleurs la Vestale, puisque la Vestale ouvrait ses temples une fois par an pour que celui qui n'avait pas accès à l'amour puisse ce soir-là y accéder. Donc c'est une sorte de geisha spirituelle, de Vestale spirituelle. Alors je pense que c'est de l'ordre de Cérès, tandis que, je pense que les exemples de Luna dans Dracula, c'est pas une prestation de service qu'elle rend à Dracula, elle est amoureuse de Dracula. Donc cette disposition à être amoureuse d'un être atypique, d'un être qui n'est pas comme tout le monde. Étrange, différent, singulier. En d'autres termes, vous savez ça, être Esmeralda et quasiment... voilà. Qu'est-ce que c'est que cet amour des monstres et quand une vérité ne peut pas se montrer, elle se montre. Donc il semblait là qu'il y avait un terrain d'investigation concernant nous, et concernant aussi la femme, sans réduire Proserpine ou Mars au fait d'être femme, au fait d'être homme, parce que Proserpine fonctionne, on a une capacité à accueillir, proserpinienne. Vous voyez bien que ça ne se compare qu'en termes érotiques et amoureux, mais aussi qu'est-ce qu'on fait des émigrés, qu'est-ce qu'on fait de l'autre, quelle est la place qu'on accorde à l'autre. Est-ce que nous ne sommes pas... Proserpine ne ferait pas de délit de faciès. On peut être bleu, vert, sa gueule, elle s'en fout. Elle accueillerait l'être. Donc il m'a semblé que c'était intéressant de développer ces richesses humaines à travers Proserpine, et que ça n'avait pas encore. Et puis moi ça m'arrangeait bien, parce que comme ça j'avais 12 planètes, 12 signes, 12 maisons, j'avais un zodiaque, j'avais une demeure, et j'avais un planétaire. Ce que j'appelais planétaire, c'est l'ensemble des 12 planètes. Sinon nous serions perpétuellement morcelés. Une vision morcelée de nous-mêmes, une vision céressienne de nous-mêmes, qui était une sorte de delta. Donc j'ai voulu montrer ça d'abord. Du signe, c'est de la nature, de la planète, c'est de la conscience, c'est les balbutiements de la conscience, et la conscience, c'est de la conscience de l'autre. L'intelligence est déjà présente dans le signe, parce qu'on a l'intelligence de soi, ou l'instinct de soi. La conscience implique qu'on ait une vision de l'autre. C'est pas évident d'avoir une vision de l'autre. C'est pas chose, on croit qu'on l'a, mais on ne l'a pas. Que faites-vous des nœuds lunaires? Alors, est-ce que vous parlez de conscience? Le dragon, oui. Alors, la queue du dragon, les nœuds lunaires, etc., sont d'une richesse, là encore, à explorer. Et moi, j'ai essayé de mettre de l'ordre. Je vais mettre un peu d'ordre, sans vouloir être répressif, dans l'astrologie, en essayant de la rendre rigoureuse. Concernant, par exemple,
les constituants du signe. Hein, on va dire un signe masculin, féminin, humide, sec, ça va vous intéresser, etc., etc. Bon, c'est pour ça qu'on a privilégié les éléments, les saisons, puis on en a oublié d'autres. Alors je me suis dit, bon, si on fait des divisions du cerf dans la continuité ou la discontinuité par 2, par 3, par 4, par 6, eh bien j'obtiens des tas de constituants du signe qui n'ont jamais été explorés. Donc j'ai essayé de faire ce travail-là au PUF et de dire qu'un signe composé de 12 constituants, deux grands constituants, le signe lui-même et le zodiaque, et après ça, si on divise par 2, en traçant une ligne horizontale, on va avoir des signes septentrions, des signes méridiens, et il faut comment s'est formé le zodiaque. Parce que je me suis dit, il n'est pas né comme ça, clé en main. C'est pas Ikea. C'est pas Ikea. Donc comment est née une étoile, comment est née la vie, d'une certaine manière. Alors j'ai essayé, c'est ce que j'essaie de faire dans le bouquin, enfin avec Xavier Fachon, de montrer la naissance d'une nébuleuse, en d'autres termes, et comment elle fonctionne. Je fais ce boulot, c'est un boulot rigoureux, c'est pour ça que d'ailleurs les PUF ont dit oui. C'est qu'ils ne pouvaient rien dire contre ça, je ne faisais pas de profession de foi. Je n'étais pas là dans la croyance, je suis investi par une lumière quelconque, mais aucune lumière quelconque. Mais j'essaie de faire un travail humble, en d'autres termes, mais sérieux. Sérieux, ça me demandait 10 ans quand même pour pouvoir faire ça. Donc, parce que je ne suis pas quelqu'un qui théorise sur un rêve. Le rêve naît pour moi des terres de la réalité. Donc c'est pas en pratiquant l'astrologie, en recevant 15 000, 20 000 personnes, au bout d'un moment, même si on n'est pas très futute, les gens nous rendent intelligents, parce qu'ils nous parlent d'eux-mêmes, ils nous parlent d'eux et on les écoute, et c'est eux qui nous inventent l'astrologie, parce qu'il faut bien apporter des réponses, et que ces réponses ne soient pas toutes faites, et qui prêtent à penser au lieu de penser à leur place. Alors justement, monsieur Métourné, qu'est-ce que votre pratique vous a appris, justement, qu'est-ce qui dans cet ouvrage, parce que bon, finalement l'histoire de Proserpine Cérès, c'est pas ce que vous ont appris vos clients. Ça c'est plutôt votre réflexion. Oui, mais à partir de... Il y a peut-être autre chose qui vous a... Il y a peut-être un autre enseignement, un autre niveau qui vous a été précieux. Tout à fait. Si je parle de Proserpine et de Cérès, c'est parce que, je crois que c'était le cas de beaucoup d'astrologues, je suis allé astrologue, j'ai commencé dans les années 75. Vous avez peut-être connu Jean Carteret. Ben évidemment, Jean Carteret, j'ai eu même des élèves de Carteret. Parce que Jean Carteret s'intéressait aussi à Proserpine. Je sais bien, d'ailleurs c'est par lui que... Oui, j'ai pensé aussi à ça. Oui, merci Carteret. Merci Carteret, on n'est pas une génération spontanée, bien sûr. Et qui parlait de Cérès également. Il parlait aussi des luminaires noirs. Oui, et de Lilith, Priap, tout ça. Priap, voilà, c'est vrai. Il faudrait qu'il y ait tout, il faudrait plusieurs vies. Non, mais vous avez raison. Et même on pourrait revenir à Néroman, peut-être, je sais pas. Oui, pour moi, c'est un art du récit. Donc, votre pratique a nourri votre réflexion. Que j'avais 90-95% de femmes qui venaient me voir. Donc, à cette époque-là, en tout cas, ce sont les femmes de tous les milieux sociologiques qui venaient voir l'astrologue du coin. Moi, je pense que c'était pareil pour les autres. Et j'avais 5% d'hommes qui, eux, représentaient à ce moment-là tout à fait des catégories sociales très ciblées, pas du tout les mêmes. Donc les femmes sont arrivées avec leurs préoccupations, leurs problèmes, d'où Cérès. D'accord. D'où Proserpine. Peut-être Lilith aussi. Et, ben bien évidemment. Alors, ça Lilith... Joël de Gravelaine, tout ça. Joël de Gravelaine, tout à fait. Alors, allons-y sur Lilith, Lilith ou Ilou, Ardat Lili, sur Babylonienne, Ishtar, Adam Camon, la première femme d'Adam, la rebelle... Mélusine, la fée de Mélusine, c'est l'élitien. Donc, personnage tout à fait intéressant et tout à fait d'actualité, je dirais même presque tendance à l'époque. Le personnage tendance, qui serait plus battu en brèche et qui a servi de fer de lance aussi à l'émancipation sexuelle. Donc vous avez féminisé l'astrologie, vous l'avez relié plus facilement, mieux, plus efficacement à la psyché féminine. Oui, si on peut parler comme ça, mais oui. C'est-à-dire qu'il m'est apparu que le langage analogique était plus proche des
permettait à la femme d'exprimer ses préoccupations plus facilement que le langage analytique. C'est un mode ancien de communication et universel d'ailleurs. Alors si on me dit comme les doigts ont la beauté, votre corps, comme les doigts ont la bruyère, votre corps a la beauté, je fais une analogie, je fais une métaphore, là la femme va comprendre tout de suite. Donc en fonctionnant par analogie, c'est comme, par le c'est comme, qui est le fondement même de l'astrologie, c'est comme. Alors au lieu de faire de l'analyse, je disais, vous êtes comme Cérès quand elle s'engueule avec Jupiter, parce que c'est comme, je passais dans le c'est comme. Où je rejoignais, vous êtes comme le chaperon rouge qui déclare contre le loup. Le chaperon rouge, c'est Proserpine. Le loup, c'est un Pluton mal réglé. Les pathologies, parce qu'il faut s'occuper des pathologies aussi. Alors ensuite de ça, je me suis occupé des dignités des planètes. Oui. On sait bien que Mars est maître du bélier, j'essaie de démontrer pourquoi. Bon, tout d'un coup, Mars devient maître du bélier, pourquoi Saturne devient maître du Capricorne, etc. Donc il y a la planète en domicile, on sait qu'il y a une planète en exil, mettons dans le bélier, c'est Vénus. Et puis il y a une planète exaltée, c'est le Soleil, ça ne coûte rien. Et puis il y a une planète qui est en chute, Saturne. Il faut définir qu'est-ce que c'est le domicile, qu'est-ce que c'est que l'exil, qu'est-ce que c'est l'exaltation, qu'est-ce que c'est ça. Alors j'ai pensé que là naissait une syntaxe tout à fait intéressante, et une dynamique et une histoire. Mars, c'est le héros. Quel est l'objet de sa quête? C'est ce qu'il n'a pas, ce qui est en exil, c'est-à-dire Vénus. Ça, traditionnellement, d'imaginer que l'homme va désirer la belle Vénus. Que l'exalté, qui est le tiers inclus, est le conseiller, l'ange, les savoirs que doit se donner Mars pour pouvoir obtenir la belle. Si Mars, le guerrier, va rentrer directement vers Vénus, il apprend, il la tire par les cheveux, la met dans sa caverne, il ne lui demande pas son avis. Le Soleil va lui dire qu'il faut se nommer. Aimer, c'est nommer. Il faut se déclarer, c'est créer, en d'autres cas. Donc, Madame, je vous aime. Madame, je vous désire. C'est grâce au Soleil que Mars peut se déclarer. Mais il faut le faire sans Saturne. C'est là où on a une syntaxe. On pourrait dire que Mars plus le Soleil, je vais dire, ou grâce au Soleil, va pouvoir espérer l'indulgence de la belle Vénus. Mais il faut que ça se fasse sans la chute qui, entre guillemets, fait peur. Donc on pourrait dire Mars plus Soleil pour Vénus moins Saturne. En quoi Saturne n'est pas méchant en soi. Saturne n'est pas une planète, n'est méchante, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est méchante de mon point de vue. Saturne, c'est quoi? Défini simplement, c'est le savoir qui repose sur l'expérience. Le vieux sage, sur la montagne, il a du vécu. Il faut bien faire une chose pour la première fois. Quand on se déclare à la belle Vénus, on ne sait pas si elle va dire oui ou elle va dire non. Donc il faut bien faire quelque chose sans savoir. L'art d'agir sans savoir, c'est Mars. Donc on n'a pas besoin de Saturne. Mais si je prends une histoire, je ne vous ennuie pas là. Non, ça peut intéresser tout à fait nous. Non, au contraire, c'est original. C'est vivant. Mais quand j'ai des conférences, j'ai fait comme ça, parce que les gens rigolaient. Non, c'est un aspect que c'est tout à fait formulation nouvelle, vivante. Si je prends une histoire, vous allez voir que le Billy, où est pour ça? Et je prends un héros martien, D'Artagnan. Bon, d'accord, un héros martien, l'épée, au fil de l'épée, il part de province, il arrive à Paris, il devient mousquetaire. Il veut devenir mousquetaire, il veut devenir social, donc il veut devenir Vénus. Il veut tout d'un coup devenir mousquetaire du roi. Ça, c'est la balance, c'est une vraie balance. Mais il va désirer Madame Bonacieux, si je me souviens bien, qui on va reconnaître le fait d'être belle. Il va rencontrer des copains, Athos, Porthos et Aramis. Qui sont d'ailleurs les vrais mousquetaires, parce que moi j'ai appris qu'en fait, D'Artagnan n'était pas mousquetaire. C'est pour ça qu'on appelle les trois mousquetaires. Il est devenu mousquetaire ensuite, mais il n'avait pas le même grade que les autres. Certainement pas. Oui. Donc, on pourrait dire que D'Artagnan, en plus c'est un mousquetaire, Porthos lui apprend l'art d'être bon vivant, et être bien incarné, Aramis sa spiritualité, et Athos les affres complexes de l'amour et de la passion. D'ailleurs, les trois mousquetaires sont beaucoup plus intéressants que D'Artagnan, si on y réfléchit bien. Et puis il faut le faire sans Saturne. Qui c'est que c'est Saturne? C'est Richelieu. Donc on peut dire Mars, plus c'est un mousquetaire pour Madame Bonacieux, sans Richelieu.
Et au fond, prenons des histoires, elles oublieront toujours. Il y aura un héros, il a un objet de quête, il a un conseiller, et il a un ennemi magnifique, qui d'ailleurs ne meurt pas à la fin. Le capitaine des gardes de Richelieu meurt, mais Richelieu ne meurt pas. Donc tout là, vraisemblablement, le héros, c'est celui qui a le moins de savoir, celui qui est en exil en a un peu plus, celui qui est en exalté en a encore un peu plus, et puis la chute, c'est celui qui en a le plus, qui a le plus de pouvoir, en d'autres termes. Mais à partir du moment où il y avait ça, Mars ne pouvait plus se retrouver en domicile ailleurs. Le Soleil ne pouvait plus être exalté ailleurs, parce qu'il fallait que tout tourne et que toutes les planètes soient une fois en domicile, une fois en exaltation, une fois en exil, une fois en chute. Permettant, si c'est ce que j'ai fait, un petit peu boulot, on va toujours discuter. Heureusement d'ailleurs. Alors, moi j'ai fait du boulot, ça rend plus clair les choses. Quand ça devient opérationnel, ça devient effectivement. Alors, au fond, ce qui est compris à travers les planètes, c'est qu'on passe d'un problème à une problématique. Une problématique infinie. Une problématique infinie. Donc ça pose des sujets et ça permet à la personne d'y répondre comme elle l'entend au moment où elle le vit. Voilà. J'ai remarqué que vous aviez attribué le Sagittaire à Pluton en exaltation, un point qui reste toujours un petit peu. J'ai remarqué que les astrologues c'était plus ou moins entendu pour l'exaltation d'Uranus et de Neptune, mais alors pour Pluton, personne n'a vraiment affirmé. Il y a un désaccord. Alors bon, finalement, vous avez attribué à l'exaltation de Pluton aussi qui fait suite au Scorpion en fait. Oui, le Sagittaire c'est le taureau du Scorpion. C'est le deuxième type après le Scorpion. Donc, la valeur de taureau vue du Scorpion, c'est le taureau. Hein. Le territoire du Scorpion, c'est les hauts plateaux sagittariens. C'est-à-dire on va retrouver les châteaux, des choses comme ça. Je pense que Jupiter, l'ordre jupitérien, démodère jupitérien, l'extraordinaire Jupiter, comme ça, pédagogue, Pygmalion, s'il en fut, initie en tant que maître Mercure, c'est Mercure, pour lui apprendre à devenir adulte et à s'ouvrir, à devenir sexué, à avoir une direction, etc. Donc c'est un éveilleur de désir, Jupiter. Mais il est le maître. Dans l'histoire des femmes, il y a constaté qu'elles rencontrent, quand elles sont jeunes, certaines rencontrent, mais beaucoup, j'ai beaucoup vu ça, l'initiateur, je ne sais pas comment employer le terme, l'éveilleur, une sorte d'homme, d'un coup qu'elle admire, une sorte de. Qu'elle mythifie un petit peu et qui l'ouvre à sa féminité. Mais celui qui éveille sa féminité n'est pas le destinataire. Quand elle quittera son lieu, regardez, Nina dans Dracula, elle ne va pas avec Dracula, elle va avec Jonathan Harker. Christine Daae dans le Fantôme de l'Opéra ne va pas avec le Fantôme de l'Opéra, elle va avec le Vicomte de Chêne-Bleu. Dans King Kong, elle ne va pas avec King Kong, elle va avec le scénariste. Donc il y a première main, seconde main. Donc il y a l'éveilleur. Je pense que Pluton dans Sagittaire, Pluton qui est le frère d'ailleurs de Jupiter, est l'éveilleur du désir. Voilà, c'est comme ça que. Oui, donc justement, il y a quand même certains pièges dans le domaine de l'analogie. C'est que je ne sais pas comment vous avez résolu ou mis en évidence ces difficultés. C'est notamment, par exemple, vous savez, la question de la symbolique des maisons. Tout à l'heure, vous nous parliez de cette symbolique des maisons, enfin, vous parliez des maisons, de la demeure que vous appelez. Et je regardais, par exemple, les maisons qui sont au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire qui sont justement diurnes, ont une symbolique qui est souvent, qui quelque part, une symbolique nocturne. Donc, par exemple, la mort, la mort, c'est la maison 8, si vous voulez. On pourrait penser que, au niveau analogique, ça serait plutôt en rapport avec ce qui disparaît. Quand on disparaît de la circulation, que ce soit parce qu'on part en voyage pour une longue durée, ou quand on meurt, ou quand on est enfermé dans je ne sais, comme dans la maison 12. Enfin, ce sont des maisons qui ne
qui ne sont pas rayonnantes, hein, le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire qui ne sont pas des maisons de présence. On est plutôt dans l'absence que dans la présence. Et par conséquent, on aurait pu penser, d'un point de vue d'une logique analogique, que ces maisons correspondraient plutôt s'imposeraient plutôt à des planètes qui seraient sous l'horizon que sur l'horizon. Comment vous expliquez ce mystère, si on peut dire, et comment est-ce que ça vous interpelle? Oui, bien sûr. D'abord, il faut comprendre que les maisons ne font pas état de la relation entre la durée du jour et la durée de la nuit, ce qui est le cas des signes. Ah, d'accord. Donc les maisons nous parlent des heures de la journée. Hein? Des heures de la journée. Et pour répondre à votre question, les maisons tournent les midis en maison 10, les minuit en maison 4, et donc je crois avoir répondu à votre question, à savoir que les maisons nocturnes, elles sont en bas, comme vous l'avez dit. Il est minuit en maison 4, il est midi en maison 10. Et c'est le coucher, le lever du ciel, ce qu'on appelle l'ascendant. Le lever du ciel, c'est la maison 1. La maison 12, c'est la matinée. La maison 12 et la maison 11, c'est la matinée. Oui. La maison 10, c'est ça. Mais maintenant, pour en arriver à cette fameuse maison 8, que vous appelez la maison de la mort, c'est comme dans les tarots, l'arcane 13 ne nomme pas la mort. Dans la pensée astrologique, à la fin des choses, c'est Saturne. La métamorphose, c'est Pluton. Donc il est question de métamorphose dans la maison 8. Et la métamorphose n'est pas forcément la mort. Par contre, alors, ce que vous avez dit tout à l'heure me semble tout à fait pertinent, à savoir qu'on est dans l'absence. Mais de quelle absence s'agit-il? Que reste-t-il de nous une fois qu'on n'est plus? Il reste nos œuvres de chair, on peut exister dans la mémoire de ceux qui sont encore vivants, qui nous ont aimés ou détestés, nos œuvres d'esprit. La mort n'emporte pas tout, de toute évidence. On peut se remémorer Gary Cooper. On va voir Gary Cooper. Donc il n'est pas mort. Il n'est pas tout à fait mort, puisqu'on peut témoigner de lui. Et en parler à l'autre, Gary Cooper ou n'importe qui, en d'autres termes. Donc la mort n'emporte pas tout. Il reste quelque chose. Ensuite de ça, le monde de la maison, c'est le monde des trésors. Hadès, c'est pas le maître de la mort, il est maître des savoirs des morts. Sujet tout à fait d'actualité, puisqu'on vit sans mémoire comme c'est une génération spontanée, alors que ce que nous sommes, nous le devons à d'autres, qui ont fait leur travail, C'était drôle dans ces clubs Bordas, là, au machin astrologie, ils ont raconté très rapidement l'histoire de l'astrologie, Ptolémée, machin, etc. Puis Hadès, puis à la deuxième partie du XXe siècle, ils disent serait fâchant, Didier les tournées, voilà mort. Bon, le contraire, me voilà mort. Et puis ça c'est très gentil, mais aucun, ni Didier, ni Zoé, ni Pierre et Paul ne peuvent à eux seuls représenter la discipline qu'ils défendent, en d'autres termes. C'est plus tard, vraisemblablement, au XXIe, XXIe siècle, que les astrologues vont devenir adultes. Là, vous faites des prévisions sur l'avenir de l'astrologie. Je vois qu'elle a réussi. Vous la voyez se profiler dans les siècles qui viennent, sous une certaine forme. Je crois, peut-être, mais j'espère pas avoir tort, qu'elle est un territoire de liberté, d'investigation, de créativité. Il y en a plus tellement qui nous reste. Je crois que l'astrologie, c'est l'art de nous parler, c'est l'art de se parler à soi-même de ce qu'on ne sait pas. Et comme ce qu'on ne sait pas est beaucoup plus vaste que ce que l'on sait, prenons la page la plus vaste qui soit, blanche, qui exprime ce qu'on ne sait pas, le ciel, pour écrire ce qu'on ne sait pas. Prenons un exemple. Je suis 3 siècles avant Jésus-Christ, astrologue du coin, et je reçois quelqu'un qui est du Verseau. Alors à ce moment-là, je vais dire Verseau, vous pouvez faire la lumière de nuit. Cause. Vous allez comprendre l'électricité plus tard. Je ne sais pas ce que c'est que l'électricité. Je dis, vous pouvez faire la lumière de nuit. Tu vas être comme un soleil de nuit. Le gars, il va repartir, il va se demander s'il n'a pas dépensé son argent pour rien. Et moi, je ne sais pas. Donc, l'astrologie nous permet de parler au-dessus des moyens. On n'a pas d'outils qui nous permettent de parler de ce qu'on ne sait pas, mais qu'on pressent. Ça me semble tout à fait passionnant. C'est clair. Oui, c'est-à-dire que de toute façon, c'est vrai que vous avez raison, l'astrologue ne sait jamais exactement de quoi il parle avec son client. Il a une image abstraite, une sorte
structure, mais c'est à son client sait mieux que lui, quelque part, de quoi il s'agit, et en même temps, l'astrologue a quand même une structure dont le client n'est pas forcément conscient. Le véritable discours de l'astrologue n'est pas celui que tient l'astrologue, mais celui qui est rejoué par son consultant. Rejoué, oui. Rejoué, et celui-là échappe à l'astrologue. Je dis, oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Et bien, tant mieux, on lui propose un scénario qui ne vient pas de nulle part. Qui ne vient pas de nulle part, mais qui vient de lui. Donc il y a toujours un certain lâcher-prise chez l'astrologue, en fait. Non, parce qu'à un moment donné, il va dire quelque chose en disant, j'espère que pour vous, ça fait sens. Mais... Enfin, déjà, c'est mon cas. C'est exactement mon cas. Je pense que le langage, il faut être dans l'empathie. Et donc, le lâcher-prise, c'est ce que vous dites. Et que le langage astrologique est un langage amoureux, c'est un langage d'amour. La vérité, quand il ne reste plus rien en personne, il reste le ciel, il y a toujours le soleil, il y a toujours la lune, ils sont fidèles, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, ils sont toujours là. Le ciel appartient à tout le monde. On ne peut pas vous le voler. On ne peut pas nous le voler. Et donc, elle dit, j'ai rien, je ne sais pas d'où je viens, mais j'ai le ciel. Et comme chaque instant du temps, en conception géologique, le fil de la Terre est un instant unique. Donc, chaque être né dont on a l'heure de naissance, la minute et la seconde, et le lieu est achevé. Nous partageons tous en commun le fait d'être homme, européen, machin, etc., mais nous partageons qu'avec nous-mêmes le fait d'être nous-mêmes. Et donc, ce que vient chercher la personne, c'est ce qui suis-je, un peu la Ulysse, je suis personne. Mais surtout, si je suis rien pour les autres, est-ce que j'existe encore pour les dieux ou pour le ciel? Et donc c'est un langage d'amour. Pour revenir un peu toujours à cette... par exemple, le signe du cancer. Le signe du cancer fait partie des signes qui sont un petit peu maltraités, ou du moins... parce que on dit souvent le signe du cancer... moi, je n'ai pas vérifié dans votre ouvrage... Pourtant, vous écrivez beaucoup sur le zodiaque. Mais dans le signe du cancer est un signe, traditionnellement, qui est attaché à sa maison, qui est attaché à son lieu de vie. On dit souvent qu'un cancer aime bien être chez lui. Et en même temps, alors ça, moi, je trouve ça une tonalité plutôt hivernale. C'est l'hiver qu'on est chez soi, qu'on se cloître un peu chez soi. Et en même temps, le cancer, comme vous le savez, est un signe de l'été. Correspond au solstice d'été. Et l'été, on ne se comporte pas comme l'hiver. L'été, on a plutôt tendance à aller se promener, à être en plein air, à sortir. Donc il y a l'impression... Alors ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure pour les maisons, mais est-ce que le cancer est un signe qui va vers l'extérieur, qui est un signe de la nature accueillante, de l'été, ou est-ce que c'est un signe au contraire qui se replie et qui se réfugie dans sa maison, dans son gîte? Je crois que le cancer, pour parler en termes de signéologie, qui se replierait, l'homme cancer ou la femme cancer qui se replierait sur elle-même, serait mal inspiré. Le cancer, c'est pas ça. Du tout. Les grands héros du cancer sont la Lune, maîtresse du cancer, Jupiter qui est exalté, Saturne, qui est l'objet du désir, elle veut du savoir, et Mars qui est en chute. On ne veut pas de Mars. Ça veut dire que pour pouvoir faire des enfants, se multiplier Jupiter, avec un fondateur Saturne, il ne faut pas qu'il y ait la guerre, en d'autres termes. Mais le cancer s'ouvre, puisqu'elle va accueillir, elle aussi, les propositions de l'autre, et elle va rendre fécond. Il faut bien qu'elle s'ouvre. Maintenant, la période de fécondation, de gestation, va se faire dans une maison close. Mais la finalité du cancer, c'est qu'à un moment donné, l'enfant paraisse. Donc, il y a cet instant de pudeur, pour dire, et de travail intérieur, pour à un moment donné que la chose sorte. On est bien du passage de printemps à l'été, on passe de la feuille à la fleur, au fruit. On en arrive au fruit.
Je pense que. Non, je pense que c'est une fausse idée, puisque la Lune alliée à Jupiter, ça fait des grands voyageurs. Tabary, cancer, s'il en fut. Alors il y a Proust, cancérien, qui va être dans ses méandres intérieurs, il y aura l'extravagant d'Ali, il va y avoir Louis de Funès, drôlatique, le clown. Le clown. Et puis le poète, et Pierrot, et le Pierrot lunaire. Donc nous avons des aspects de la Lune qui, comme vous le savez, justifient un zodiaque à elle toute seule. Il y a 8 phases de la Lune. La Lune rose, la Lune gibbeuse. Oui, c'est les Rudyard. Exactement, oui. Très bien, bon boulot, celui-là. Et donc la Lune, c'est un monde, soyons clairs, 80% de notre vie est imaginaire. Nous dormons, nous mangeons, nous rêvons. Nous rêvons les choses. Est-ce que nous connaissons les choses exactement? On nous dit un tel a été le président, que ce soit J. Pompidou, Chirac ou Sarkozy. On n'a pas été vérifié. Donc on nous dit on croit. On est dans l'ordre de la croyance. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, par exemple les 12 signes zodiacaux, en fin de compte, quelque part, ça correspond à des états, et des états successifs de la nature. Est-ce que c'est normal qu'une personne soit associée à de manière constante à un de ces états? Certainement pas, puisque la personne est liée à la planète. Pour essayer d'être clair, je vais dire que la planète, la conscience, c'est-à-dire nous, dans l'objectif de la caméra, nous sommes ce planétaire, composé de ces différentes facultés que nous utilisons comme des jongleurs, chacun à notre manière. Nous tirons nos forces bien quelque part. Vous pouvez avoir une voiture bleue, une voiture A, moi j'ai une voiture B, vous une voiture C si nous avons des voitures. Il faut bien mettre de l'essence dedans. Et bien l'essence, c'est le signe. Donc, quand une planète est dans un signe, elle se nourrit du signe. Et en même temps, elle est dans une maison, elle agit dans la maison. Et c'est là le croisement entre le déterminisme, qui est la planète dans le signe. Nous sommes bien déterminés, nous sommes vivants, donc nous sommes mortels, nous sommes hommes, donc nous ne sommes pas femmes. Nous avons dans une génération, pas une autre génération, c'est une réalité et on ne peut rien contre. Et puis nous avons mais dans les maisons, nous allons œuvrer pour endiguer ce déterminisme, pour le contester d'une certaine manière. On mourrait d'un balicite au Moyen-Âge, on ne meurt pas aujourd'hui, enfin dans les pays développés. Donc nos œuvres et la part de liberté qui existe, elle est dans la maison, la planète dans la maison. La planète se nourrit du signe et travaille dans la maison. Alors on est sûr qu'elle se nourrit du signe, on n'est pas sûr qu'elle travaille dans la maison parce qu'il appartient à la personne de bosser. Et ça, tout le travail pédagogique qu'il y a à faire par rapport à son consultant en disant mais si j'ai mal à la tête, monsieur, quelqu'un se tape la tête sur la tête pendant les consultations, il va peut-être arrêter de vous taper sur la tête, ou plus exactement si on va aller plus loin que le symptôme, sachez pourquoi vous vous tapez sur la tête. Peut-être à un moment vous allez arrêter. Mais ça dépend de lui. Nous ne naissons pas en sachant lire. Donc il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. Et ce qu'on apprend, c'est en maison. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Qui on est en maison 1, d'où on vient en maison 4, avec qui on fait des choses en maison 7, et vers quoi on entend en maison 10. Où placez-vous le père et la mère dans les thèmes? Ça dépend de quel père vous parlez. Si vous parlez du père biologique, c'est le soleil. La lune, enfin le père biologique. Le père de droit, le père qui est tenant de la loi, c'est Saturne. C'est celui qui représente la loi. Et en maison? 10. 10. Selon moi. Il y en a qui disent que ça dépend du sexe. Entre la 4 et la 10. Ben oui, mais ça se joue entre la 4 et la 10. Oui. Mais là encore, les repères identitaires se sont évoluent. Ils se sont modifiés. Moi, je vous parle avec mes 63 ans. La famille n'était pas encore éclatée comme elle est aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, le père ne représente pas aujourd'hui ce qu'il a présenté hier pour un homme de ma génération. Nous avions tendance plus à être le fils du père que l'enfant de la mère. Aujourd'hui, on est plus l'enfant de la mère que le fils du père. Alors, à ce moment-là, mais comment on y répond? Il peut très bien avoir le cancer en maison 10.
Alors la mère peut être la mère, entre guillemets, phallique ou fait fonction de père. De qui reçoit ton amour? Je ne sais pas s'il va marcher celui-là. Je vais essayer. Un coquin, un petit cancer. Oui. Côté Claude. On va passer à d'autres aspects, parce qu'on va changer la cassette. Bon, Et donc, je vais vous interroger sur d'autres aspects de votre travail.